Tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat en 2025, mais entre la micro-entreprise, le URL et la SASU, tu es complètement perdu. Regarde cette vidéo jusqu'au bout, parce que je vais t'expliquer étape après étape, point par point, l'essentiel à comprendre avant de lancer ton business en 2025. On va partir de ta situation actuelle, que tu sois salarié, demandeur d'emploi ou autre. On va aborder 8 points clés à maîtriser avant de lancer la création de ta société, et après je vais te présenter les statuts juridiques qui s'offrent à toi, à savoir la micro-entreprise, le URL ou la SASU. Évidemment, en conclusion, on abordera la suite de la création parce qu'ensuite tu vas devoir gérer ta boîte. Reste bien jusqu'au bout, cette vidéo va te donner toutes les clés pour entreprendre en 2025. Avant même de parler de ton projet, tu dois comprendre d'où tu pars. Tu dois comprendre quelle est ta situation actuelle, puisque cette situation va fortement impacter le choix de ton statut juridique. Et forcément va conditionner beaucoup de choses. Chez Swappn, on rencontre différents profils de créateurs. Le plus récurrent, ça va être la personne inscrite à Pôle emploi, qui va bénéficier de droits au chômage. Alors, il faut savoir que quand on a des droits au chômage, on va pouvoir cumuler ces droits avec un projet entrepreneurial. Et ça impacte fortement le choix du statut juridique. On rencontre des personnes qui démissionnent, et donc qui n'ont plus de droits au chômage, et qui vont devoir se payer. Et là, quand on a un projet entrepreneurial et qu'on veut percevoir une rémunération, tous les statuts ne sont pas bons. Il y en a certains qu'on va pouvoir privilégier. On va avoir le salarié, qui a une activité professionnelle en tant que salarié, et qui veut compléter cette activité par un projet entrepreneurial. Le salarié, dans la mesure où il a déjà une fiche de paye, qu'il a déjà une sécurité sociale et qu'il valide ses trimestres de retraite, tous les statuts ne sont pas à conseiller quand on est salarié. Pareil pour le retraité. Le retraité qui veut lancer un projet entrepreneurial, il y en a bien plus qu'on ne l'imagine, va avoir un statut social grâce à sa retraite et va être couvert, va bénéficier de la sécurité sociale. Donc tous les statuts ne sont pas intéressants quand on est retraité. On a l'étudiant. L'étudiant par nature a peut-être moins de moyens qu'un salarié ou qu'une personne qui bénéficie d'une rupture conventionnelle. Et donc, l'étudiant qui veut entreprendre pourra avoir accès à certains statuts et même valider des semestres d'études en ayant un projet entrepreneurial. Cette situation d'étudiant impacte le choix de la forme juridique. Et enfin, on a également le micro-entrepreneur qui veut créer une société parce que son activité se développe. C'est pas le même profil que l'entrepreneur qui démarre de zéro. Il a déjà un historique, il a déjà l'habitude d'exercer en micro-entreprise, et son activité se développe tellement qu'il arrive à un plafond de chiffre d'affaires justifiant le fait de créer une société. Tout ça correspond à des situations différentes, des problématiques différentes, et sous-entendent un choix de statut différent. Et ça, on le verra en partie 3. Mais la première étape, c'est de comprendre dans quelle situation tu te trouves. Alors moi, ce que je te propose, c'est déjà de noter quelle est ta situation. Avant d'aborder les 8 points à maîtriser avant de créer son entreprise. Si tu as besoin d'aide et que tu veux échanger avec un spécialiste en création d'entreprise, clique sur le lien en description. Premier élément à comprendre, avant de te lancer, tu dois estimer ton chiffre d'affaires potentiel. On n'a pas de boule de cristal, on n'est pas capable de le mesurer à l'euro près. Par contre, quelqu'un qui veut lancer un e-commerce peut s'inspirer de concurrents, peut faire une simulation d'un chiffre d'affaires potentiel sur les premiers mois d'activité. Et c'est important que tu essayes de mesurer ton chiffre d'affaires, de l'estimer. Pour une activité de consulting, on parle d'un taux journalier moyen, d'un TJM. Et selon le niveau d'expérience de la personne et le nombre de jours travaillés, on peut estimer faire entre 70 000, 100 000, 150 000 euros de chiffre d'affaires selon le secteur. Quand on est sur une activité en B2C, pense à des coachs pour particuliers, ils vont plutôt facturer un taux horaire. On regarde la moyenne du taux horaire dans le secteur, avec un nombre de clients potentiels et un nombre d'heures travaillées, on arrive à une fourchette de chiffre d'affaires, plus ou moins fiable, mais c'est intéressant de faire ce travail. Quand on veut lancer un restaurant, on a un nombre de clients potentiels avec un panier moyen, avec une addition moyenne. Tout ceci va te permettre d'estimer le chiffre d'affaires potentiel de ton projet. C'est la base de la base. Est-ce que tu veux faire 50 000 environ, 100 000, 150 000? Tu dois essayer de le prévoir. Tu peux faire une étude de marché, tu peux te baser sur des concurrents, tu peux consulter des revues spécialisées, tu peux aussi faire client mystère et essayer d'obtenir des infos de tes concurrents futurs. Bref, tu as plein de moyens d'estimer ton chiffre d'affaires. Deuxième étape, tu dois définir dès le départ l'apport que tu souhaites investir dans ton projet, le montant financier que tu souhaites mettre sur la table pour permettre à ton projet entrepreneurial d'exister. Et là, tu dois comprendre 2 notions très importantes. La première, c'est le capital social. Le capital social, c'est ce que tu donnes à la société pour qu'elle existe. C'est ton premier apport
apport en tant qu'associé. Aujourd'hui, chez Swap'n, le montant moyen du capital social de nos créateurs est d'environ 500 €. Tu peux mettre 1000 € si tu le souhaites, tu peux mettre 2000, tu peux mettre 10 000. Et par contre, il n'y a pas de lien entre le montant du capital investi et la réussite du projet. Donc, mobiliser des montants très importants n'a pas forcément d'intérêt. Donc, le capital, c'est ce que tu donnes à la société pour qu'elle existe. Et c'est un montant que tu vas pouvoir dépenser dans le cadre de ton activité professionnelle. Faut pas croire que le montant du capital est bloqué. Si tu décides de créer une SASU avec 1000 € de capital et que le temps d'encaisser du chiffre d'affaires, tu as quelques dépenses marketing à faire, tu vas pouvoir utiliser ce montant du capital. Alors, chez Swap'n, on parle de 500 € de capital. Le minimum légal est de 1 €. Je te le déconseille vivement parce que en tant qu'entrepreneur, tu vas devoir négocier des contrats avec des fournisseurs potentiels. Si tu veux louer des bureaux, tu vas devoir souscrire à un bail auprès d'un propriétaire. Si tu as une société avec 1 € de capital, tu n'inspireras pas confiance. Et maintenant, la deuxième notion à comprendre, c'est l'apport en compte courant d'associés. Ce terme un peu technique, un peu barbare, est très simple à comprendre. Si demain je veux créer une SASU et que j'ai 10 000 € de côté, que je veux investir dans ma SASU, bah moi personnellement, je créerai une SASU avec 500 € de capital et je mettrai 9 500 € d'apport en compte courant d'associé. C'est un prêt que je vais faire à mon entreprise. C'est un virement de mon compte personnel vers mon compte professionnel qui va me permettre de financer les premières dépenses de mon projet entrepreneurial. Et pourquoi je conseille l'apport en compte courant d'associé ? Bah parce que le jour où ma SASU générera du chiffre d'affaires, le jour où j'aurai la trésorerie permettant de me rembourser cet apport, bah je ferai le virement inverse. C'est-à-dire que je ferai un virement du compte professionnel vers mon compte personnel et je me rembourserai mon apport en compte courant d'associé. Donc la deuxième notion clé, c'est l'apport que tu souhaites investir. Et cet apport, c'est soit du capital, soit un apport en compte courant d'associé. Et je t'invite à panacher entre les deux et à ne pas mettre tout en capital parce que le capital, tu ne le récupéreras pas. C'est un don que tu fais à ta société pour qu'elle existe. Ou alors, il faut faire une réduction de capital et ça te coûtera beaucoup trop cher pour ce que ça te rapporte. Troisième point essentiel à anticiper avant de te lancer, cela concerne les investissements. Tu dois lister tous les investissements nécessaires à la bonne conduite de ton projet. Si demain tu veux créer une société de transport, tu vas devoir acheter un véhicule, peut-être devoir embaucher, tu vas peut-être devoir acheter du matériel. Tu veux produire du contenu sur internet, il te faudra un bon micro, une bonne caméra, un bon setup. Tout ça, c'est de l'investissement. Tu veux te lancer en tant que développeur freelance, il te faut peut-être un bon ordinateur. Bref, quelle que soit l'activité, il y a plus ou moins d'investissement. Tu veux monter un restaurant, tu veux monter un food truck. Un food truck, c'est au moins 50 000 € d'investissement. Bref, tu dois lister toutes les dépenses nécessaires à la conduite de ton projet. Ça, c'est un point à ne surtout pas négliger. Avant d'aborder le point suivant, si tu as besoin de conseils individualisés, je t'invite à cliquer dans le lien en description. Et là, un conseiller Swap'n échangera avec toi directement. C'est gratuit et sans engagement. Quatrième point, c'est la suite logique de l'apport et de l'investissement. Forcément, si tu as 10 000 € d'apport et que tu as 30 000 € d'investissement, il te manque 20 000 €. Et pour ça, généralement, tu vas faire appel à un financement. Et donc, le quatrième point, c'est le financement de ton projet entrepreneurial. Et là, on a plein de choses à dire. Le financement, généralement, on pense aux banques. Il n'y a pas que les banques. Il y a les organismes de microcrédit, type l'ADI. Tu peux solliciter la BGE également. Ces organismes de microcrédit vont te permettre d'obtenir un financement sur un montant entre 1000 et 5000 € pour lancer ton projet à moindre coût. C'est souvent des financements à taux zéro ou à taux très faible et c'est un vrai coup de pouce pour lancer ton projet entrepreneurial en limitant les coûts. Ensuite, tu as le financement bancaire à ne pas négliger. La banque te demandera un apport. C'est pour ça que j'ai volontairement pris un exemple où j'ai 10 000 € d'apport pour 30 000 € d'investissement et je vais chercher 20 000 € de financement. Là, si j'ai 10 000 € en cash et que je demande 20 000 € à la banque, j'aurai un apport suffisant pour prétendre à un financement. Donc la banque va te demander un business plan, un prévisionnel financier pour essayer d'estimer la capacité bénéficiaire de ton entreprise et donc ta capacité à rembourser l'emprunt, parce que la banque, ce qu'elle veut, c'est être remboursée. Et elle va te demander donc un apport plus un prévisionnel. Le moyen de financement bancaire, il n'est pas à négliger, il est intéressant. Par contre, la banque va financer quelque chose de tangible. Elle ne financera pas ton stock, elle financera plutôt ton véhicule de société. Elle ne financera pas l'embauche du premier salarié ou des dépenses marketing. Par contre, elle pourra financer une machine située dans un projet industriel. La banque va te financer du tangible. Ensuite, l'autre moyen de financement qui est intéressant pour entreprendre, c'est de faire appel à des prêts d'honneur. Donc le prêt d'honneur, c'est un prêt au nom du dirigeant qui s'engage sur l'honneur à rembourser, un prêt à taux zéro, délivré par 2 organismes en France, Réseau Entreprendre et Initiative France. Et ces organismes vont émettre des prêts au nom du dirigeant et le dirigeant va investir ce montant sur son compte professionnel, va faire un apport en compte courant d'associé et va compléter les fonds
propres de son entreprise grâce à ce prêt d'honneur. Donc, qu'on passe par Réseau Entreprendre ou Initiative France, les tickets sont entre 10 et 50 000 euros et concrètement sont des prêts à taux zéro, très attractifs, très intéressants pour développer son entreprise. Et donc maintenant, une fois que tu as bouclé l'apport, le financement et les investissements de ton projet, tu dois estimer le salaire que tu penses te verser de ta société ou l'absence de salaire. Quand on entreprend, on peut avoir envie de ne pas se payer pendant 12, 18 ou 24 mois selon sa situation personnelle. Mais on peut aussi avoir envie de se payer 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros par mois parce qu'on a des besoins personnels, on a un loyer, un crédit immobilier, un crédit auto. Bref, on a un besoin en termes de pouvoir d'achat. Et si on quitte le salariat, si on quitte tel ou tel statut pour entreprendre, c'est aussi pour percevoir le fruit de son travail sous forme de salaire. Et donc, le 5e point important, c'est d'anticiper le salaire que tu comptes te verser. Pourquoi ? Parce que le salaire que tu vas te verser de ta société va générer des charges sociales à payer. Et selon le statut, les charges sociales sont totalement différentes et vont fortement impacter la rémunération que tu vas pouvoir percevoir de ta société. Anticipe ton salaire puisque ton statut juridique dépend de cette donnée-là. Mais par contre, tu n'es pas obligé de te prendre un salaire. Et tous les entrepreneurs ne se versent pas de salaire. Tu peux aussi percevoir des dividendes. Je vais t'expliquer la notion de dividende, elle n'est pas très complexe. Ton entreprise, elle va générer du chiffre d'affaires. Jusque-là, tout va bien. Forcément, pour générer du chiffre d'affaires, tu vas avoir des dépenses. Une banque, un comptable, des fournitures administratives, des frais de déplacement. Si tu as un food truck, tu vas payer du carburant et de la nourriture, forcément. Peut-être des salariés. Tu vas vouloir te payer toi et payer tes charges sociales. Et tout ça, on va le déduire de ton chiffre d'affaires. Donc à la fin, il va rester un gâteau. L'État, il prendra une partie de ce gâteau sous la forme d'un impôt, qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Et à la fin, il restera une petite partie de ce gâteau. On va dire que la dernière part du gâteau qui reste à la fin de l'année, une fois que tu as tout payé, l'État, tes charges sociales, toi en tant que dirigeant, tes frais, bref, la petite part de gâteau, soit tu la mets de côté, tu la mets en réserve, tu la mets au congélateur pour les années futures, soit tu décides de te la verser personnellement parce que tu veux pouvoir récupérer ce montant à la fin de l'année. Et le fait de se verser cette part de gâteau à la fin de l'année, c'est ce qu'on appelle une distribution de dividendes. Donc les dividendes, c'est la quote-part du bénéfice que va réaliser mon entreprise, que je décide de me verser en tant qu'associé à la fin de l'année. Et là aussi, l'imposition des dividendes diffère en fonction du statut juridique. Et donc tu dois comprendre la notion de dividende avant de te lancer, et tu dois savoir si tu veux percevoir des dividendes, si tu peux prendre un plus petit salaire pour prendre des dividendes à la fin de l'année, tu dois savoir si tu es capable d'attendre la fin d'année pour récupérer un gros montant. Évidemment, quand on crée en France, on n'est pas seul. On peut se faire accompagner, on peut être aidé, notamment par France Travail, et les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail vont pouvoir bénéficier d'une situation très intéressante tout en entreprenant. Ils vont pouvoir cumuler leur chômage avec un projet entrepreneurial. Et là, tu dois comprendre deux notions clés. La première, c'est l'ARE. L'ARE, c'est l'aide au retour à l'emploi. C'est le fait de percevoir le chômage tous les mois, pendant 18 mois, voire 24 mois si tu as plus de 50 ans. Et ce chômage, si demain tu crées une activité entrepreneuriale, tu vas pouvoir continuer à le toucher. Alors attention, tous les statuts ne sont pas adaptés, donc en partie 3, je vais te donner le tips te permettant de toucher le chômage en parallèle de ton projet entrepreneurial, mais tu dois anticiper ceci et tu dois comprendre l'impact du chômage sur ton projet. Il n'y a pas que l'ARE dans la vie, il y a l'ARCE aussi. L'ARCE, alors ça s'écrit A-R-C-E, c'est l'aide aux repreneurs ou créateurs d'entreprise. C'est ce qu'on appelle le capital de la part de Pôle emploi. C'est un chèque que va te verser Pôle emploi correspondant à 60% de tes droits au chômage. Donc par exemple, si tu bénéficies d'une indemnité chômage mensuelle de 1 500 € par mois pendant 18 mois, théoriquement, France Travail est censé te verser 27 000 €. Grâce à l'ARCE, tu vas pouvoir toucher 60% de ce montant pour développer ton projet entrepreneurial. Tu vas pouvoir toucher donc 16 200 € pour développer ton projet. Alors tu touches 16 200 € répartis en deux versements. Tu as la moitié, 8 100 € versés à la création et l'autre moitié, les 8 100 € restants versés 6 mois après. Je résume, l'ARCE, c'est un chèque que te verse Pôle emploi pour développer ton projet. Au lieu de toucher 100% de ton chômage pendant 18 mois, tu touches 60% de ton chômage, 30% à la création et l'autre moitié, les 30% restants, 6 mois plus tard. Et si malheureusement, projet entrepreneurial ne donne pas satisfaction, que ton activité se développe pas et que tu es contraint de fermer ton activité, tu peux te réinscrire à Pôle emploi et toucher les 40% restants. Mais cette fois-ci, tu vas devoir t'inscrire à Pôle emploi et tu toucheras tous les mois ton indemnité chômage pendant la durée d'indemnisation restante correspondant aux 40%. Pour obtenir l'ARCE, tu vas devoir bénéficier de l'ACRE. Et c'est là où tout le monde est perdu. Puisque l'ARCE, c'est l'aide aux repreneurs et créateurs d'entreprise, et l'ACRE, c'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Accroche-toi bien, pas si compliqué. L'ACRE, c'est une exonération de charges sociales pendant la première année d'activité. Quand tu génères des revenus de ton activité entrepreneuriale, tu vas forcément payer des charges sociales. Selon le statut, les taux de charges sociales diffèrent, on verra ça en partie 3. Mais considère que l'ACRE, c'est les soldes. Au lieu de payer à peu près 25% de charges sociales en micro-entreprise pour une activité libérale,
eh ben, tu vas payer 12,5% la première année. Donc l'ACRE, c'est une exonération partielle de charges sociales sur la première année. En micro-entreprise, il faut être demandeur d'emploi pour bénéficier de l'ACRE, ou alors avoir moins de 26 ans, ou être bénéficiaire de l'ASS. Bref, il y a des conditions. En société, l'ACRE est ouverte à tous. Tout le monde peut en bénéficier, sous réserve que le dirigeant n'en ait pas bénéficié lors des 3 précédentes années. Mais si tu lances ta boîte demain matin, en EURL ou en SASU, tu auras l'ACRE et tu paieras moins de charges sociales sur ta première année, quel que soit ton statut. Donc, revenons à nos aides. Tu as compris l'ARE, Pôle emploi tous les mois, tu as compris l'ARS, le chèque de Pôle emploi, mais pour avoir l'ARS, il faut l'ACRE, et l'ACRE, c'est une exonération de charges sociales sur la première année. C'est important de bien comprendre que tu dois avoir l'ACRE pour bénéficier de l'ARS. Sinon, tu n'auras pas les 60% de tes droits versés en 2 fois. 8e et dernier point à absolument maîtriser avant de lancer ton entreprise en 2025, tu dois anticiper le coût de ton salarié si tu souhaites embaucher. Et oui, tu as un projet de création d'entreprise et dès le départ, tu sais que tu ne pourras pas gérer ton business seul. Parce que par exemple, tu veux ouvrir un restaurant et tu as besoin de quelqu'un en cuisine ou en salle, tu peux pas te dédoubler. C'est très important d'anticiper le coût d'un salarié, entre son salaire et les charges sociales que tu vas payer sur ce salaire, ainsi que le coût d'une fiche de paye et de l'administratif qui est lié à ceci. Mais tu dois l'anticiper, parce que si dans ton projet entrepreneurial, tu as un certain apport, un investissement de prévu, et que selon le chiffre d'affaires que tu génères, tu n'as plus de quoi payer ton salarié, et que tu as absolument besoin d'un salarié pour faire tourner ton business, ton projet ne tient pas debout. Donc tu dois être capable de te dire, ok, j'ai besoin d'un salarié dès le départ, je sais que dans le secteur d'activité, un salarié junior peut prétendre à tel salaire brut, je vais payer des charges salariales et patronales pour X euros, j'anticipe ce montant-là et je sais qu'il faut que je réalise un certain niveau de chiffre d'affaires pour au moins être capable de payer mon salarié plus mes frais fixes, tels que le loyer par exemple. Je rencontre trop d'entrepreneurs qui veulent embaucher dès les premiers mois et qui n'ont absolument aucune idée du montant de charges sociales en France. Ce montant est élevé, ce montant dépend aussi du salaire puisqu'il y a des exonérations de charges sociales sur les bas salaires. Il faut faire une simulation. On ne peut pas se lancer tête baissée sans anticiper cette question-là. Maintenant, tu as noté sur un bout de papier ta situation personnelle actuelle. Tu as compris les 8 points essentiels à maîtriser avant de lancer ton entreprise en 2025. Maintenant, ce que je te propose, c'est de définir les statuts juridiques qui s'offrent à toi. Et pour conclure, on va reprendre situation par situation, quel serait le statut le plus pertinent. Avant de t'expliquer les différents statuts juridiques, si tu es prêt à te lancer, sache que Swapon est là pour t'aider. On crée ta société gratuitement et simplement. Et pour obtenir un rendez-vous, tu peux cliquer sur le lien en description. On va commencer par la micro-entreprise, qui est un statut très simple à créer, très simple à gérer et très simple à fermer. Donc pour tester une activité, c'est quelque chose d'intéressant. En micro-entreprise, tu dois retenir que tout est calculé sur le chiffre d'affaires. Demain, tu lances un projet entrepreneurial, tu génères des revenus, donc du chiffre d'affaires. Tu vas devoir déclarer ce chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres, selon l'option choisie à la création. Et sur ce chiffre d'affaires-là, tu vas devoir payer 2 choses. Tu vas payer des charges sociales à l'URSSAF, et le taux de charges sociales diffère selon ton activité. On a un peu près à 25% de charges sociales en 2025 sur une activité libérale. On sera quasiment à 13% sur une activité commerciale d'achat-revente. Donc demain, je lance un e-commerce de vêtements en micro-entreprise. Je fais 100 000 euros de chiffre. Je vais payer à peu près 13 000 euros de charges sociales à l'URSSAF. Mais je vais également payer de l'impôt sur le revenu, puisqu'en France, on doit payer systématiquement 2 choses. Des charges sociales et de l'impôt. Et là, en micro-entreprise, on va être à l'impôt sur le revenu. Donc, je prends mon chiffre d'affaires, je déclare mon chiffre d'affaires. Et je suis imposé directement à l'impôt sur le revenu sur le chiffre d'affaires que je déclare, déduction faite d'un abattement. Et oui, je ne suis pas imposé sur 100% de ce que j'encaisse. L'État applique un abattement forfaitaire selon l'activité déclarée. Pour une activité d'achat-revente, l'abattement est de 71%. Donc si je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires avec mon e-commerce de vêtements et que je déclare 100 000, j'enlève 71% d'abattement et je suis imposé sur 29 000 euros. Et ce montant-là, imposable de 29 000 euros, sera soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, comme pour un salarié. L'abattement, si je suis en activité libérale, est de 34%. Donc je prends mon chiffre d'affaires, j'enlève 34%, donc je suis imposé sur 66% de ce que j'encaisse. Et pour un artisan, c'est 50%. Demain, je suis plombier, je me lance en micro-entreprise, je fais 50 000 euros de chiffre d'affaires. Je suis imposé sur 25 000 euros puisque j'abats 50% de mes recettes. Alors forcément, la micro a plein d'avantages, mais en contrepartie de cette simplicité, il y a des plafonds. On ne peut pas dépasser un certain niveau de chiffre d'affaires en micro-entreprise. Le plafond en prestation de service, c'est 77 700 euros. Et en achat-revente, c'est 188 700 euros. Le deuxième plafond à retenir, c'est le plafond de TVA, qui est plus bas que le plafond de chiffre d'affaires.
Et quand tu dépasses ce montant, tu vas devoir rajouter 20% de TVA sur tes factures et tu pourras récupérer, déduire la TVA de tous tes achats. Tu dois bien comprendre ces deux plafonds quand tu te lances en micro-entreprise. Plafond de chiffre d'affaires que je ne peux pas dépasser et un plafond de TVA qui, s'il est dépassé, nécessite l'ajout de 20% de TVA sur les factures. Alors le montant des plafonds évolue souvent. Il y a des projets de réforme pour l'abaisser, ce plafond. Donc si tu te poses des questions par rapport à ces montants, en description, on t'aura ajouté le lien permettant d'identifier le plafond de TVA en vigueur. On a parlé de la micro-entreprise et des plafonds de la micro-entreprise. Mais que se passe-t-il si je dépasse le plafond de chiffre d'affaires ? Je passe en entreprise individuelle. L'entreprise individuelle considère que c'est une super micro-entreprise où il n'y a plus de notion de plafond de chiffre d'affaires. Et là, on va pouvoir déduire ses frais professionnels. Il n'y a plus d'abattement forfaitaire. On va déduire l'intégralité des dépenses professionnelles. Et les déduire de quoi? Les déduire du chiffre d'affaires. Donc en entreprise individuelle, qui est juridiquement très proche de la micro-entreprise, tu peux considérer que ton chiffre d'affaires ne sera plus plafonné. Et de ce chiffre d'affaires-là, tu vas pouvoir déduire l'intégralité de tes dépenses professionnelles, de tes charges déductibles, de tes frais déductibles et de tes charges sociales. Et ce qu'il reste va s'appeler un bénéfice, et ce bénéfice sera soumis à l'impôt sur le revenu et sera soumis à charges sociales. Il y aura 45% de charges sociales à payer sur ce bénéfice. L'entreprise individuelle, c'est pas toujours le bon statut car il manque de flexibilité. On ne peut pas s'associer. La création de holding et la mise en réserve de bénéfices n'est pas simplifiée. Donc c'est pas un statut qu'on conseille. Mais en tout cas, sache que quand tu dépasses les seuils, légalement, tu tombes en entreprise individuelle. Maintenant, je te propose d'aborder un autre type de statut. Parce que là, on a parlé de statut en nom propre, la micro-entreprise et l'entreprise individuelle. Maintenant, je te propose de comprendre les sociétés. Cette fois-ci, on crée une personne morale distincte de toi, personne physique. Toi, tu seras le dirigeant de cette personne morale. Et il y a deux grands types de sociétés qui s'ouvrent à toi. Le URL et la SASU. Et donc, on va commencer par un premier type de société, à savoir le URL. Si tu crées une société à plusieurs, on parle plus de URL, on parle de SARL, mais c'est la même chose. Ce sont des sociétés à responsabilité limitée. Ça veut dire que ton capital de départ, c'est ton premier apport, et tu ne peux pas perdre plus que ton premier apport. Ton patrimoine personnel est protégé. D'un point de vue social, la rémunération que la société va te verser générera 45% de charges sociales à payer. Tu seras travailleur non salarié, tu vas payer des charges sociales à l'URSSAF à hauteur de 45%, ce qui est un taux très attractif. Et le bénéfice que tu laisseras en réserve sera soumis à l'impôt sur les bénéfices qui s'élève à 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfices et 25% pour la partie supérieure. Le URL, c'est un super statut pour percevoir de la rémunération et laisser un tout petit peu de bénéfices en réserve. Pourquoi? Parce que c'est là où le niveau de charge sociale est le plus faible. Donc c'est là où tu maximises ton montant net perçu tous les mois. C'est un super statut pour entreprendre parce qu'il n'y a plus de problématique de plafond de chiffre d'affaires. Il y a la possibilité de déduire toutes ses dépenses professionnelles et de se payer en payant le moins de charges possible. Forcément, si le taux de charge sociale est faible, la protection sociale peut être un peu plus faible que dans d'autres statuts. Mais il existe des contrats d'assurance privée qui coûtent pas très cher, en tout cas beaucoup moins cher que les charges sociales d'un salarié par exemple, et qui te permettront de compléter ta sécurité sociale, ta protection sociale. On parle de contrat Madelin et je t'invite à souscrire à ces contrats quand tu crées une URL. Donc tu l'as compris, le URL c'est un super statut pour te verser un salaire récurrent et important. Le deuxième type de société qui s'offre à toi, c'est la SASU, ou la SAS si tu crées avec un associé. Et donc, la SASU, on parle de société par action simplifiée unipersonnelle, c'est également une personne morale que tu vas créer, et toi tu vas diriger cette personne morale. Alors en SASU, on parle de président, tu seras président de ta SASU. L'avantage, c'est que tu protèges ton patrimoine. Encore une fois, tu mets 1000 € de capital sur le compte de ta SASU, tu ne peux pas perdre plus de 1000 €, ton patrimoine personnel est protégé. Si demain tu devais rencontrer des difficultés avec ton projet entrepreneurial, ta SASU tu la liquiderais, il y aurait une séparation totale entre la personne morale et la personne physique. Évidemment, s'il y a des actes anormaux de gestion, des fautes de gestion, des délits de banqueroute, on ira te chercher personnellement, mais si tu tournes ton business honnêtement et en bon père de famille, il n'y a pas de raison qu'on vienne te chercher. Maintenant, la SASU comporte une différence notable avec le URL et ça concerne le salaire. En SASU, tu es assimilé salarié, tu n'es plus travailleur non salarié comme en EURL. Et ça veut dire que tu vas avoir une fiche de paye, un salaire brut, un salaire net, et entre les deux des cotisations salariales et patronales à payer, et que ça va coûter très très cher. Le taux de charge sociale en SASU s'élève à 75%. Pour 1000 € net dans ta poche, ta société, elle va payer 750 € de charges à l'URSSAF, et donc ta SASU en tout va dépenser 1750. 1000 pour toi et 750 à l'URSSAF. Voilà pour le salaire en SASU. Deuxième différence notable avec l'EURL, ça concerne
concerne les dividendes. Je te l'ai dit, le URL est fait pour percevoir un salaire mensuel intéressant. En SASU, le schéma est complètement différent. En SASU, tu peux percevoir des dividendes, donc la partie du bénéfice que tu as réalisé, que tu veux te verser, à moindre coût. En SASU, les dividendes sont soumis à une flat tax de 30%. Si je veux me verser 10 000 € de dividendes, je vais avoir 7 000 € dans la poche et je vais payer 3 000 € de flat tax. Et là, la SASU comporte un avantage notable. Je peux prendre un petit salaire tous les mois pour minimiser le montant de mes charges sociales parce que je sais que le taux de charge est de 75% et donc il est très élevé. Et je peux prendre des dividendes à la fin de l'année pour maximiser le montant net global perçu. Attention, j'ai pas dit 0 € de salaire. Parce que si je prends pas de salaire avec ma SASU, je ne cotiserai pas à la sécurité sociale, je ne validerai pas mes trimestres de retraite, et donc ma protection sociale sera très faible, même si en contrepartie j'aurai des dividendes plus importants. Par contre, si j'ai des revenus annexes, comme le chômage ou comme un job salarié, le fait de ne pas percevoir de salaire et de ne pas payer de charges sociales n'est pas du tout un problème, parce que j'ai déjà des droits sociaux par rapport à mes revenus annexes. C'est important de le comprendre. Donc maintenant, je vais te demander de reprendre ton bout de papier où tu as écrit ta situation actuelle et tu as tenté de répondre aux principales questions, aux principaux points à comprendre avant d'entreprendre. On reprend situation par situation. Première situation la plus courante, le demandeur d'emploi. Quel statut doit choisir le demandeur d'emploi? Pour moi, le demandeur d'emploi qui est inscrit à France Travail et qui bénéficie de 18 mois de chômage a le choix entre la micro-entreprise, si son niveau de chiffre d'affaires est très incertain, plus l'incertitude est élevée, plus la micro-entreprise est pertinente, et la SASU, s'il a un peu plus de visibilité concernant son chiffre d'affaires. Pourquoi la SASU? Parce que quand tu touches le chômage tous les mois, pendant 18 mois, tu peux créer une SASU, le chiffre d'affaires sera encaissé au nom de la personne morale, et toi, personnellement, tu vas pouvoir toucher ton chômage tous les mois pendant toute ta durée d'indemnisation. Tu peux faire 100 000 € de chiffre d'affaires sur le compte de ta SASU et continuer à toucher ton chômage sans problème. La condition, c'est que ta SASU ne te verse pas de salaire. Si tu laisses toute la trésorerie sur le compte de ta SASU et que tu ne te verses pas de salaire, tu peux toucher ton chômage. Et pourquoi la SASU est intéressante? Parce qu'en SASU, contrairement à l'EURL, quand je ne me verse pas de salaire, je ne paye pas 1 centime de charge sociale. Alors qu'en EURL, je paierai environ 2 000 € par an de minimum de charge sociale en tant que travailleur non salarié. Et en plus de ça, pourquoi la SASU est intéressante quand je suis demandeur d'emploi? Si je laisse grossir le gâteau sur le compte professionnel, parce qu'au final, je vais laisser toute la trésorerie, tout le chiffre d'affaires sur le compte pro, et qu'à la fin, je veux me verser des dividendes, une fois que Pôle emploi s'arrêtera, je pourrai faire une distribution de dividendes en SASU qui me coûtera beaucoup moins cher qu'en EURL. Donc si on est sur un petit projet, je conseille la micro même si on est demandeur d'emploi. Par contre, en micro-entreprise, qui touche le chiffre d'affaires? C'est le micro-entrepreneur personnellement. Et ça va impacter ses droits au chômage. Ses droits, ils vont être réduits et décalés dans le temps. Donc c'est une usine à gaz parce qu'au final, on ne touche pas vraiment son Pôle emploi. Si le projet est d'envergure, c'est la SASU qu'il faut créer quand on est demandeur d'emploi. Parce que dans cette situation, on va pouvoir toucher l'intégralité de son indemnité chômage et bénéficier de la sécurité sociale et valider ses trimestres de retraite parce qu'on est inscrit à Pôle emploi et que le demandeur d'emploi a une protection sociale. Et en plus de ça, on va pouvoir capitaliser tous les revenus sur le compte de la société. Deuxième cas, c'est l'étudiant. L'étudiant, je lui conseille de créer une micro-entreprise parce que ce qui est propre à la micro-entreprise, c'est la capacité à tester un projet. C'est facile à créer et dans la mesure où tout est calculé sur le chiffre d'affaires et que si on ne fait pas de chiffre d'affaires, on ne paye pas de charges et on n'a pas de suivi administratif à payer, je pense que pour un étudiant, c'est un bon choix de créer une micro-entreprise. Le salarié qui veut lancer un side business et un projet en parallèle de son statut de salarié, je lui conseille 2 choses. Si c'est un petit projet inférieur à 15-20 000 €, micro-entreprise tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de suivi administratif et qu'il va pouvoir arrêter assez facilement, faire pause. S'il a plus le temps de jongler entre son statut de salarié et son statut d'indépendant, il peut arrêter de travailler et tout de suite, il va arrêter de payer des charges. Il y a un côté on-off qui est très intéressant en micro-entreprise. Par contre, quand on commence à avoir un certain niveau de chiffre d'affaires, je déconseille la micro-entreprise parce que le salarié, il a une fiche de paye, il cotise à la sécurité sociale, il valide ses trimestres de retraite et en micro, tout le chiffre d'affaires va générer des charges sociales à payer. Et donc, des charges sociales de sécurité sociale, de retraite, de maladie, maternité, etc., des cotisations sociales. Et donc, le salarié, il se retrouve à payer 2 fois la cotisation chez le médecin. Sauf que quand il sera malade, il ne sera pas remboursé 2 fois. Donc, j'ai tendance à conseiller la SASU pour un salarié qui réalise plus de 15 000 € de chiffre d'affaires. Et en SASU, on va pouvoir juste prendre des dividendes et ne pas percevoir de salaire, donc ne pas payer de charges sociales. La personne qui démissionne, qui quitte son job sans avoir de droit au chômage, là je lui conseille le URL. Pourquoi? Parce que l'objectif d'un
projet entrepreneurial, c'est de percevoir une rémunération tous les mois. Non. D'un projet entrepreneurial d'une personne qui démissionne, c'est bien souvent de percevoir une rémunération tous les mois. Quand on était salarié, on avait un salaire. Si on démissionne, on n'a plus ce salaire. Il faut bien qu'une rémunération prenne le relais, et c'est souvent le projet entrepreneurial qui va prendre le relais. Et là, je conseille le URL. Pourquoi? Parce que le taux de charge sociale est beaucoup plus faible qu'en SASU. Donc, à budget équivalent, j'aurai plus à la fin du mois en EURL qu'en SASU si je suis démissionnaire. Je considère que l'EURL est un excellent statut pour percevoir un salaire mensuel attractif. Le retraité, je lui conseille la SASU. Comme pour le salarié, un retraité a déjà accès à la sécurité sociale et touche déjà sa retraite. Donc payer des cotisations sociales sur le chiffre d'affaires en micro-entreprise ou payer des charges sociales sur les dividendes ou sur la rémunération en EURL n'a pas de sens. Le retraité, il peut créer une SASU et percevoir des dividendes tout en déduisant ses frais. C'est un excellent statut pour un retraité. Et pour finir, le micro-entrepreneur qui dépasse les plafonds de la micro-entreprise et qui ne veut surtout pas être en entreprise individuelle. Quel statut doit-il choisir? Alors, il faut savoir que le micro-entrepreneur est travailleur non salarié et paye des charges sociales sur son chiffre d'affaires. Et généralement, un micro-entrepreneur qui dépasse les seuils, c'est un micro-entrepreneur qui a rencontré un certain succès et qui change de statut parce que ce dernier n'est plus adapté à sa situation, mais il n'est pas nostalgique du salariat et de la fiche de paye et du statut de salarié. Le micro-entrepreneur peut créer une EURL pour continuer à bénéficier du statut de travailleur non salarié et d'un taux de charge sociale attractif. Mais oui, le micro-entrepreneur, il a connu un taux de charge sociale assez faible sur son chiffre d'affaires, et si demain il passe en EURL, il va payer 45% de charge sociale sur sa rémunération, attention, plus sur son chiffre d'affaires, donc le taux paraît plus élevé, mais la rémunération est toujours plus faible que le chiffre d'affaires de la société, et au final, le micro-entrepreneur qui passe en EURL va continuer à payer assez peu de charges sociales, et va optimiser sa situation. Et un micro-entrepreneur qui dépasse les seuils a tout intérêt à lancer une EURL pour percevoir une rémunération mensuelle attractive en payant le moins de charges possible.